Ce n'est pas un tremblement de terre, ni un film catastrophe, c'est la Chine. Avec l'effondrement des deux géants immobiliers avec des dettes de 180 milliards et 300 milliards, des milliers d'épargnants se retrouvent floués. Que se passe-t-il dans ce pays qui depuis des années connaissait une croissance de près de 10% par an? Il devait devenir le numéro 1 mondial. Cela va-t-il être le cas? Nous allons voir comment la Chine en est arrivée à cet emballement et à cet écroulement, ce que cela veut dire pour des dizaines de millions de Chinois et comment cela peut impacter la France. Si vous ne voyez pas le lien entre une crise immobilière et un risque de guerre nucléaire, attendez la fin pour comprendre. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce sujet consacré à la crise immobilière en Chine et de toutes les conséquences qu'elle entraîne avec elle. Mais avant de démarrer, je vous propose un petit voyage dans le temps. Imaginez-vous en Chine, juste après la Seconde Guerre mondiale, en pleine période communiste. À cette époque-là, le système de logement était calqué sur son homologue de l'époque, à savoir l'URSS. On ne possédait pas de logement. On en avait un attribué par son employeur, c'est-à-dire au final par le Parti communiste. C'était une bonne façon de maintenir le contrôle sur les travailleurs. Il fallait être aligné avec le parti pour ne pas dormir dans la rue. Mais en 1994, les choses ont commencé à changer, quand la loi a permis aux employés du secteur public d'acheter leur appartement à des prix subventionnés. 4 ans plus tard, bam! Réalisant qu'il y a une grosse opportunité, je vous en reparle un petit peu plus tard, le gouvernement chinois ouvre les vannes et permet à tous ses citoyens d'acheter des appartements. Vous pensez bien que les Chinois ont saisi cette opportunité dès demain, car cela voulait dire devenir moins dépendants. Et pourquoi pas un peu plus libre au passage. Du coup, la ruée vers l'immobilier privé a réellement commencé. Cette fièvre de l'immobilier a propulsé le secteur comme le nouveau moteur de la croissance économique chinoise, surtout après la crise asiatique de 1997. Alors, pourquoi cette décision de libéraliser le secteur, alors qu'elle semble aller à l'encontre de la doxa communiste? D'abord, le régime chinois a pris cette décision stratégique, car il avait en ligne de mire son intégration à l'Organisation mondiale du commerce, désir qui s'est concrétisé en 2001. La libéralisation du secteur de l'immobilier était le prix à payer pour pouvoir ensuite envahir le monde de produits bon marché, devenir une grande puissance, toujours communiste. On pouvait bien sacrifier cela à Marx. Deuxième raison moins visible, c'est que le gouvernement a vu là une formidable opportunité financière. Si on peut acheter, on peut construire. Pour construire, il faut des promoteurs immobiliers. Et pour promouvoir, il faut des autorisations par des cadres du régime. C'est une mine d'or de bakshish qui s'est ouverte et qui en quelques années a fait des cadres du régime communiste chinois des multimillionnaires champions de la corruption. Combien d'argent détourné est placé à l'étranger d'après vous? Des dizaines, des centaines de millions d'euros? Plus? On vous donne le chiffre en fin de vidéo. Accrochez-vous. L'immobilier donc se libéralise. Jusqu'en 2010, tout va bien. Entre guillemets. Le boom immobilier s'opère. Des millions d'emplois se créent dans le secteur de la construction et les Chinois des provinces migrent massivement vers les grandes villes pour construire d'immenses nouveaux quartiers, des barres d'immeubles. Et ce y compris quand il faut détruire des vestiges historiques vieux de centaines de siècles, comme on l'a vu dans le vieux Pékin. En 2010, tout va bien. 3/4 des citadins chinois sont propriétaires. C'est tellement devenu important dans l'esprit des Chinois que c'est presque un prérequis pour avoir le droit de se marier. Les prix des appartements en Chine ont tellement grimpé que l'accession à la propriété est devenue un rêve lointain pour les plus modestes, qui se sont en plus bien souvent fait exproprier de force pour laisser place aux projets de grands promoteurs. Les manifestations publiques, rares en Chine, car elles valent des années dans des camps de travaux forcés, se sont donc multipliées. Un vrai signe de désespoir. Ce graphique illustre clairement que l'achat d'une maison en Chine représente un défi de taille, car une famille moyenne doit consacrer 2,6 fois ses revenus sur une période de 20 ans. Une tâche, on peut le dire, pratiquement insurmontable. Les chiffres sont parlants. En 20 ans, les ventes de logements en Chine ont été multipliées par 8. Et en 2020, la valeur de l'immobilier résidentiel en Chine représentait 30% du marché mondial. Concluons cette première partie qui vous a présenté l'essor de l'immobilier en Chine depuis les années 90. Si vous deviez en retenir 3 points, gardez ceci en tête. Le régime chinois a donné le droit à l'achat de logements pour pouvoir rentrer dans l'Organisation mondiale du commerce. Il a
avec cette mesure répondu à une aspiration des Chinois à pouvoir développer un espace d'indépendance, de liberté hors du parti, la propriété de son logement. Enfin, la demande extrêmement forte a été de pair avec un développement massif de la corruption, des expropriations forcées et un effet de bulle financière. Passons maintenant à notre deuxième partie, le chemin vers l'éclatement de cette bulle immobilière et ses conséquences. Pour vraiment saisir la complexité du marché immobilier chinois et son impact sur le monde financier, il faut se pencher sur 3 points clés. D'abord, les biens immobiliers dominent les portefeuilles d'actifs des ménages chinois. On investit dans la pierre, si elle chute, on n'a plus rien. Ensuite, les gouvernements locaux en Chine dépendent massivement des ventes de terrain pour financer leurs projets. Conséquence, ils doivent faire gonfler la bulle, même s'il n'y a plus d'acheteurs. Enfin, les entreprises utilisent aussi l'immobilier comme garantie pour obtenir des prêts. Et là, mesdames et messieurs, on rentre dans ce que je dirais le nœud du problème. Car même si la Chine est souvent vantée comme le miracle économique du siècle, avec des chiffres de croissance qui font tourner la tête, ces derniers cachent un système construit sur des bulles fragiles. Depuis des années, les constructions de logements continuent pour maintenir l'illusion de la croissance, et parce qu'une partie du système bancaire en dépend aussi. Oui, vous avez bien entendu, des villes entières sont donc construites sans raison apparente. Comme Jurong par exemple, dans la province du Jiangsu, qui fait office de ville fantôme. Le promoteur, Evergrande, avait annoncé la création d'un méga complexe avec des immeubles et même un parc d'attractions. Résultat des courses, de grandes barres d'immeubles à perte de vue et tout ceci sans habitants. Ces stigmates sont les témoins d'une crise immobilière hors norme. Pendant que des pays comme l'Allemagne font face à une pénurie de logements, environ 20% des immeubles en Chine, eux, ils sont vides. Alors, la bulle est-elle en train d'éclater? Si l'on regarde attentivement, force est de constater que le secteur immobilier chinois montre des signes d'essoufflement. Si l'on prend les chiffres de l'année dernière, les ventes ont chuté de près de 30%. Et lorsqu'on évoque les géants du secteur, impossible de ne pas évoquer les deux poids lourds de la promotion immobilière que sont Evergrande et Country Garden. Comme vous le savez, sûrement, Evergrande est dans une situation financière catastrophique. Et quand je dis ça, je suis gentil, car le groupe accuse en 2021 une dette colossale de 300 milliards de dollars. Même si le groupe s'active pour restructurer sa dette, il a une perte nette de plus de 113 milliards de dollars. De son côté, Country Garden s'insinue dans la même veine que son concurrent. Le groupe détient une dette de l'ordre de 180 milliards d'euros. Sur le mois de septembre, le promoteur a évité encore une fois le défaut de paiement en décalant le remboursement de 9 emprunts obligataires d'un montant de près de 2 milliards d'euros. Cette situation ne vous rappelle rien? Souvenez-vous de la crise de 2008, qui avait déclenché par la suite la crise immobilière aux États-Unis. La Chine pourrait suivre le même chemin, mais avec des spécificités propres comme un secteur bancaire parallèle en difficulté. C'est probablement pour cela que tant d'efforts sont faits pour empêcher la chute des deux géants, par crainte d'un effet domino. Cette fuite en avant ne date pas d'aujourd'hui. Après la crise de 2008, justement, le régime chinois a annoncé un plan de relance colossal de 4 000 milliards d'euros. Mais d'où devait venir tout cet argent? Pas du gouvernement central, mais des gouvernements locaux pour près des 3/4. Cet argent n'existait pas. Il y a donc eu une politique appelée 831, qui a obligé les gouvernements locaux à vendre massivement des terrains. L'argent est rentré, et l'immobilier a rapidement représenté 40% des recettes des collectivités locales. Que se passera-t-il si l'immobilier s'écroule? Ces collectivités seront en faillite à l'échelle de tout le pays. Même si le gouvernement chinois tente maintenant d'empêcher la spéculation, les Chinois ne l'entendent pas de cette oreille. Car pour eux, l'immobilier rime avec investir pour assurer leur retraite et leurs dépenses médicales. La chute du secteur, c'est pour eux un risque de ruine. Imaginez, vous avez un appartement et quelques mois plus tard, sa valeur a déjà chuté de près de 20%. C'est ce à quoi sont confrontées de nombreuses familles chinoises. Certains vont même jusqu'à vendre une de leurs maisons ou appartements pour rembourser le prêt d'un autre bien. C'est, on peut le dire, une vraie crise de confiance qui frappe de plein fouet le marché immobilier chinois.
Lorsque l'on voit apparaître des villes fantômes, les logements inachevés et des promoteurs qui semblent jouer la montre, l'attention dans la population est à son comble. Certains acheteurs accusent même les autorités locales d'être des complices. En effet, cette crise immobilière a gelé des centaines de chantiers. Du coup, des milliers de petits propriétaires refusent maintenant de payer les mensualités, ce qui met le gouvernement chinois dans une position délicate. Et ça, c'est sans parler de l'impact social que cela entraîne. Alors que faut-il en retenir? La suspension des paiements mensuels pourrait amplifier les problèmes du secteur immobilier et les propager, bien sûr, au système financier. C'est une situation à suivre de près, car elle pourrait avoir des conséquences bien au-delà des frontières chinoises. Anne Stevenson Yang, experte de la Chine, nous donne un aperçu de la situation. Selon elle, Pékin est plus préoccupé par la protection des entreprises d'État que par celle des propriétaires de logements. Alors, que va-t-il se passer vraiment? Le système politique chinois n'est pas centré sur l'individu, mais bien sur les entreprises. Et là, nous avons une bulle d'investissement qui est sur le point d'éclater. Mais attendez, il y a plus. Cette crise va avoir des répercussions sur le taux de chômage, puisque les dizaines de millions de travailleurs du bâtiment se retrouvent bien sûr soudainement sans emploi. Ceci s'ajoute à une situation déjà dramatique chez les jeunes diplômés. Pour eux, le taux de chômage des jeunes en Chine est de plus de 21%. Le régime chinois a voulu prendre le virage en utilisant un modèle économique basé sur les nouvelles technologies et les services. Cela a bien fonctionné car oui, les étudiants ont bien été formés à ces nouveaux secteurs. Mais la transition économique, elle, n'a pas vu le jour. Du coup, nous nous retrouvons avec des millions d'étudiants formés chaque année, mais sans les emplois qui vont avec. Le graphique ci-dessous met en évidence que c'est en Chine que la hausse du taux du chômage est la plus forte, passant de plus de 18% en 2022 à plus de 20% en 2023, tandis que d'autres pays tels que la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis maintiennent un taux de chômage stable. D'ailleurs, si vous vouliez plus de détails, inutile de chercher plus loin car plus aucune donnée n'est publiée sur le sujet. Étonnant, n'est-ce pas? Marc Julien, responsable des activités Chine à l'IFRI, explique sur la RTBF que s'ils ne les ont pas publiés, c'est probablement que le chômage va encore augmenter. Il va encore plus loin et affirme que Pékin joue un double jeu en agissant ainsi. Il essaye de cacher une réalité gênante à la fois pour l'image du régime et qui pourrait aussi provoquer une certaine contestation pour émerger au sein de cette jeunesse qui aujourd'hui n'a pas de travail. Vous avez donc maintenant en tête les éléments fondateurs de cette crise de l'immobilier en Chine et bien sûr ses possibles conséquences. Les causes sont la surconstruction à visée de spéculation, la dépendance massive des individus, des collectivités et du système financier chinois à la croissance immobilière. Les causes sont aussi les besoins d'enfumage de la communauté internationale sur un prétendu miracle chinois, en cachant le fait qu'une grande partie de la population est à risque élevé de chômage et incapable d'acheter. Les conséquences et les risques, au-delà de la possible déstabilisation de tout le système bancaire chinois, sont le mouvement de désespoir des ouvriers qui se retrouvent au chômage et les petits épargnants qui, eux, de leur côté, sont ruinés. Et ceci nous fait rentrer dans la dernière partie de cette vidéo, le lien entre la crise immobilière et le risque de guerre. J'en profite pour vous donner la réponse à la question de l'argent détourné par les fonctionnaires communistes chinois dans des affaires immobilières. Argent ensuite placé à l'étranger. Alors, des dizaines de millions? Des centaines de millions d'euros? Eh bien non, sur la seule période 2000-2010, d'après Transparency International, c'est 50 milliards d'euros que les fonctionnaires chinois ont détournés grâce à l'immobilier. Il y aura aujourd'hui des centaines de milliards d'euros placés à l'étranger par les cadres du régime. Mais revenons à notre sujet, la façon dont les dictatures, en l'occurrence la dictature chinoise, agissent pour garder le pouvoir. Il y a deux grands leviers utilisés pour canaliser le mécontentement populaire et le diriger ailleurs. Le premier, trouver un ennemi intérieur à détruire. Le second, trouver un ennemi extérieur. Pour Pékin, cet ennemi extérieur est tout trouvé. C'est Taïwan et les États-Unis. Le régime sait bien qu'une grande partie de sa croissance économique est une fuite en avant construite sur des mensonges. Il a anticipé l'étape suivante et utilise des investissements stratégiques et des alliances politiques pour étendre son influence militaire.
Depuis 20 ans, la Chine investit par exemple des sommes astronomiques dans les pays en développement. On parle de dizaines de milliards d'euros, tout ça pour financer des projets portuaires gigantesques. Selon un rapport d'EdData, la Chine a dépensé près de 28 milliards d'euros dans des infrastructures portuaires à l'étranger depuis 2001. Le but ? Transformer ces ports commerciaux en bases navales. Voilà des chantiers de construction qui ne vont pas subir la crise et permettre d'employer la masse de révoltés potentiels dans un objectif, entre guillemets, patriotique. Idem pour l'armement. La Chine a augmenté son budget militaire pour cette année de 225 milliards de dollars. Elle s'est dotée en 2022 de son troisième porte-avions baptisé Fujian. Elle investit cette année dans des projets d'avions de combat 6e génération ainsi que des bombardiers stratégiques. Sans oublier les démonstrations de force avec le développement en arme de pointe de leurs missiles hypersoniques, capables de frapper n'importe quel endroit de la planète à une vitesse terminale de plus de 12 000 km/h, ce qui le rend carrément indétectable et inarrêtable. Les clés de survie du régime communiste sont claires. Il faut un ennemi extérieur. Il faut une industrie qui tourne à plein régime, peu importe laquelle. Si l'immobilier ne fonctionne plus pour calmer et contrôler le peuple, la prochaine étape est d'augmenter la production de missiles, de recruter ou encore de conscrire. Parce qu'en temps de guerre, l'union nationale prévaut. D'où les incursions permanentes et croissantes dans les eaux territoriales de Taïwan. Malgré des mises en garde de la part des États-Unis et plus globalement de l'Occident, le PCC continue de mettre la pression sur l'île. D'où aussi les revendications territoriales agressives, les menaces de moins en moins voilées. Pour vous donner quelques chiffres, Taïwan a détecté 42 incursions d'avions militaires chinois dans sa zone de défense aérienne depuis que la Chine a annoncé le lancement d'exercices militaires. Voici la fin de cette vidéo. Vous aurez retenu de sa première partie que le logement a été utilisé comme un moyen pour pénétrer le marché mondial du commerce, tout en répondant en façade aux attentes du peuple qui souhaitait accéder à la propriété. Nous avons ensuite vu que ce marché immobilier chinois est devenu la pierre angulaire dans le fonctionnement de l'économie des Chinois, à tel point que pour éviter tout krach, le régime maintient de manière artificielle le secteur en finançant des projets. Mais cela a un impact humain, puisqu'une partie de la population se retrouve endettée pour des biens fantômes, sans oublier le chômage qui accompagne cette crise. La dernière, enfin, vous a rappelé un peu comme avant la Seconde Guerre mondiale que les guerres sont une solution des dictatures pour répondre aux crises économiques et maintenir bien sûr le pouvoir. Le risque principal de la crise chinoise n'est donc pas pour la France, mais bien d'avoir un conflit armé de haute intensité. On pourrait donc assister à une escalade des tensions en mer de Chine méridionale, ou même à des accrochages aux frontières avec les pays voisins. C'est un angle à surveiller de très près. Merci d'avoir suivi Ça coule de source, prenez soin les uns des autres et restez libres.